Bonjour et bon mois de décembre à tous. On va se revoir une dernière fois cette année pour parler de mes lectures du mois et cette fois-ci, nous allons aborder en deux vidéos mes lectures du mois des auteurs et auteurs du Salon du livre de l'Estrie. Globalement, ça a été un excellent mois. J'ai fait des très bonnes découvertes et tous les auteurs que je vais vous parler, je les connais depuis quelques temps maintenant et j'apprécie grandement ces personnes, donc ça me fait plaisir de vous les faire découvrir. Ma première lecture du mois a été Meurtre selon les fables de La Fontaine par Patrick Hamel. Pour l'histoire, c'est assez simple. Des policiers sont recrutés afin de former une nouvelle unité spéciale et sont envoyés afin d'enquêter sur des meurtres ayant comme motif les fables de La Fontaine. Patrick Hamel, je le connais depuis mon tout premier salon du livre et en plus on a fait une conférence à Drummondville ensemble, au Cégep de Drummondville. Et Les meurtres selon les fables de La Fontaine, il s'agit de son dernier roman et je voulais me le procurer afin de découvrir son écriture, son univers et tout. Tous les livres que je vais vous parler sont tous dédicacés évidemment. Quel plaisir que c'est que de parler avec l'auteur, en plus de se le faire dédicacer, c'est vraiment un plaisir. Malheureusement, j'ai moins accroché sur celui-ci. Et sachez que les notes que je vous donne, en fait, c'est seulement mon ressenti. Je le répète parce que je ne veux pas être une critique de livre. Je ne veux pas avoir la prétention de détenir le savoir absolu sur qu'est-ce qui est bon ou pas. Un livre que je n'ai pas aimé va être excellent dans les mains d'un autre. Donc par rapport à la note, malheureusement, il m'a moins rejoint celui-ci. Je lui ai donné un C-. Et même si je lui ai donné C-, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune qualité. Notamment la scène du tout début où une des protagonistes qui s'appelle Florence est poursuivie par son père qui est absolument fou. Bien, la scène en tant que telle, l'ambiance est folle et te plonge directement dans le livre. Même chose pour la scène du premier meurtre qui est clairement digne des pires scènes de Patrick Sénécal. Et ça faisait vraiment un choc parce que c'était pas léger comme ambiance, mais en même temps, il y avait une certaine dynamique qui faisait que les personnages rendaient le tout un peu plus léger parce qu'il y avait des blagues, il y avait un petit ton sarcastique, c'était pas grave, c'était pas lourd, mais jusqu'à temps que tu arrives au premier meurtre, la scène était absolument sordide et c'était une scène absolument originale. Et comme je l'ai dit, il y a une unité spéciale formée de plusieurs policiers du Québec et leur boss s'appelle Gary Carpentier. Il y a une façon de faire assez spéciale parce qu'il a vécu une grosse tragédie et sa femme, ses enfants ont été tués, donc lui, il veut absolument pas que ce genre d'affaires-là refasse surface parce que la justice n'a pas vraiment aidé. Donc il demande à un vétéran de l'armée qui fait partie de l'escouade, s'il retrouve le meurtrier, de l'éliminer tout simplement. Pas besoin de justice, on l'élimine. Et quand ça arrive aux scènes dark, c'est très bien écrit et très pesant. Et même si je trouve que la fin est très vite expédiée, elle offre un certain twist que j'ai pas vu venir et que j'ai bien aimé. J'ai malheureusement moins accroché sur le style de l'auteur, qui était beaucoup trop littéral. Et des fois, les personnages exposent plusieurs éléments qui ne font pas naturels dans leur façon de parler. Mais ça, encore une fois, c'est juste moi, c'est pas grave. Par contre, à des points que j'ai trouvé quand même maladroit, c'est que le lien entre les fables de La Fontaine et les meurtres se fait tellement trop rapidement. Puisque les deux premières victimes s'agissait d'un pimp avec une travailleuse du sexe. Donc les enquêteurs se retrouvent à un moment donné pour en parler. Nous n'excluons présentement aucune possibilité, ça pourrait être un parent super religieux qui a tué Jessica parce qu'elle a vécu dans le péché, lui répondit Millie. Le lieutenant dit: quand j'étais au front, j'avais beaucoup de temps. Un jour, j'ai entrepris de lire la Bible et si ma mémoire est bonne, aucun passage ne met en scène des plumes d'oiseaux et des poils roux, puisque les cadavres ont été retrouvés avec des poils roux et des plumes, puisque le premier meurtre est inspiré du renard et du corbeau. Donc pour ma part, j'éliminerais des tueurs agissant pour des motifs religieux, mais je n'exclurais pas une secte. Bon point, renchérit Sébastien, mais tu soulèves une bonne question. Si nous excluons la Bible, dans quel écrit y a-t-il des oiseaux et des animaux aux poils roux? Pourquoi devrions-nous nécessairement trouver des écrits sur le sujet? Parce que toutes les sectes sont fondées et s'appuient sur des livres anciens ou des mantras déjà existants, rétorqua Mélissa. Et après, il se dit: ouais, le seul type d'oiseau qui me vient en tête est The Crow avec le fils de Bruce Lee qui est mort. Hein? Et en parlant de corbeau, je connais aussi la fable de La Fontaine, le corbeau et le renard.
Comme ça. En une page, ça va passer de c'est peut-être une secte à c'est sûrement les contes de La Fontaine. Ça aurait pu attendre au peut-être deuxième meurtre. Et comme dernier point, j'aurais aimé que le tueur reste un peu plus dans l'ombre, surtout concernant le sujet du livre. On prend plusieurs fois son point de vue avec ses pensées et tout. Il n'est pas dans l'ombre, il n'est pas en background. C'est un personnage récurrent du livre. J'aurais préféré que ça soit beaucoup plus dans l'ombre, ça y aurait donné un aura de mystère. Comme deuxième livre de ce mois-ci, c'est très spécial et j'en suis tellement content de l'avoir découvert. Il s'agit de La Reine de la Pluie à la recherche du bonheur par Romy Lauzon. Il s'agit d'un tout petit livre de 60 pages écrit par une enfant de 8-9 ans. Et l'autrice s'agit d'une fille, d'un auteur et d'une autrice conférencière qui va au Salon du Livre à chaque année. Son père, j'ai également acheté un de ses livres et je l'ai lu ce mois-ci. Dans un petit cocktail en échange avec les auteurs le soir, j'ai appris de la part de l'auteur J.M.R. Martin que sa fille avait écrit un livre. Le lendemain, je me suis précipité afin de lui acheter et elle me l'a dédicacé très gentiment. Pour l'histoire, Romy, la reine de la pluie, fait jaillir des tempêtes, des orages et des temps pluvieux lorsqu'elle se sent triste ou en colère. Elle en a assez de ses sentiments négatifs et va donc se lancer à la recherche du bonheur. Et je lui ai donné un solide A. Son père l'aide à l'écriture et c'est une histoire qui est totalement féerique et poétique. Le livre est très court mais offre plusieurs morales touchantes. Il y a un bûcheron sans bras, il y a une licorne pas de cornes, il y a un dragon qui ne crache pas de feu. Donc un petit livre vraiment sympathique à lire, à découvrir, avec des très belles illustrations d'ailleurs, je vais vous en montrer une, comme celle-ci. Donc rien de plus à dire sur ce livre autre que j'ai passé une très bonne heure de lecture. Dernier livre pour cette vidéo, il s'agit de Invincible par Andréane Chevrier. Si vous étiez là au début de mes vidéos, vous reconnaîtrez le nom de l'autrice avec son titre déchaîné que j'en ai parlé dans ma deuxième vidéo sur cette chaîne YouTube. Pour résumer l'histoire du 1 et du 2, on a Jonathan, Dorel et Cordelia, qui sont des magiciens qui vivent sur une île reculée de tout ce qui s'appelle Carca. Et ils ont la faculté de contrôler absolument tout avec la force de l'imagination. Jonathan, lui, c'est plus la tempête, Cordelia, c'est plus le feu, et Dorel, on se concentre plus sur l'eau. Et ils doivent faire face au département qui chasse les magiciens partout dans le monde. Et à la fin du deuxième, on a des proches de Jonathan qui se font éliminer. Il faut savoir que Jonathan est un être incontrôlable et qui est guidé par ses émotions fortes, ce qui cause d'énormes ravages. Donc pour Invincible, partout à travers le monde, les magiciens affranchis de l'oppression des sans-pouvoirs sèment le chaos pour obtenir la vengeance tant désirée. La terreur domine, mais Jonathan résiste jusqu'à ce que de puissants ennemis se mettent à convoiter ses pouvoirs, ou pire, ceux de sa petite sœur Dorel. Jonathan se trouve confronté à la déchéance qu'il redoutait plus que tout. Pour sauver sa famille, jusqu'où devra-t-il aller? Donc pour la note, j'ai donné un B. Ça a fini très bien la trilogie et j'étais très content de découvrir les premiers livres de cette autrice. Sans parler nécessairement du livre en premier lieu, on va parler justement de la couverture que je trouve que c'est ma préférée entre les trois. Et ce que je reprochais au dernier livre qui avait moins de démonstration originale de la magie parce qu'ils utilisaient souvent juste le feu, l'eau, le vent. Eh bien, ce détail est ici corrigé. Dès le départ, Jonathan se retrouve contre deux méchants du deuxième tome, et ces derniers utilisent du verre afin de créer un clone qui combat pour eux, fait à partir de la vitre qu'ils ont explosée avec leur esprit, ce qui est quand même déjà un passage très cool. Je trouve également que le style a vraiment évolué depuis Incontrôlable, et Dorel est toujours aussi drôle, donnant l'impression d'être le personnage le plus puissant des trois tomes, étant donné qu'elle, sa magie est plus de la fantaisie. Elle change son apparence afin de ressembler à un singe, entoure des gens avec des bulles d'oxygène alors qu'ils sont plongés dans une réserve où l'air se veut très rare. Elle change les méchants en mauve. Donc c'est vraiment un enfant avec une imagination absolument débordante. Et Dorel qui se change en pieuvre géante lorsque Carca est attaqué, Cordelia qui attaque avec des boules de feu et Jonathan qui utilise une véritable tornade sur l'île afin de repousser leurs ennemis. Cette scène en particulier m'a vraiment fait wow. On a vraiment eu un gros cheminement depuis le tome 1 et j'ai vraiment aimé ça. Et comme je vous le disais, dans le deuxième tome, à la fin, Jonathan et sa famille perdent un proche, vraiment proche. J'ai trouvé que leur réaction n'était pas très mise de l'avant, même que l'ambiance était assez légère,
Ils semblent à peine s'en sentir tristes de ça, alors que c'est quand même un membre de leur famille très proche. Et ça, c'est surtout au début, en fait, je trouve comme dans les autres livres, la relation de Cordelia et Jonathan tourne quand même en rond. Elle lui dit qu'il doit partir, que c'est un monstre, qu'il n'a pas changé, et lui, il fait plein d'erreurs, absolument tout le temps, mettant la vie de plusieurs personnes en danger, souvent plusieurs personnes en meurent. Et se chicane, ça rouspète, ça tourne en rond comme je disais, et tout redevient à la normale comme ça, d'un seul claquement de doigts. J'aurais même préféré, je crois, qu'au début, Jonathan se fasse repousser entièrement par tout le monde, le forçant à s'exiler, le forçant à devenir une meilleure personne, un meilleur personnage, pour revenir plus tard en force, afin de vraiment devenir le héros de l'histoire. Alors que là, ça faisait beaucoup de « Non, t'es un monstre, t'es un méchant, je ne veux pas te voir », 2 secondes plus tard, c'est « Je t'aime, mon frère ». C'est un peu maladroit, mais au final, ça a changé vite. Et il y a un personnage qui s'appelle Destiny, qui se trouve dans un complexe du 2e tome, avec les magiciens enfermés, qui se prend vraiment d'affection pour Jonathan, mais beaucoup trop. Et des fois, j'avais un peu de misère à me positionner sur ces livres, sur est-ce que c'est pour ados, jeunesse. Il y avait certains passages qui étaient assez intenses, puis il y avait justement le personnage de Destiny qui est une fille assez étrange qui fait juste rire énormément à gorge déployée, qui est clairement psychologiquement atteinte, mais qui à chaque fois voit Jonathan s'empresse de le frencher, qui finit par devenir, veut pas, sa blonde, mais que lui se sent absolument mal de tous les dégâts qu'il a causés, donc le fait qu'il puisse se perdre un peu en elle l'aide à se sentir mieux, donc c'est correct, mais son personnage en tant que tel, je l'appréciais pas beaucoup et elle revenait très très souvent jusqu'à devenir assez importante pour l'histoire, mais au départ j'avais beaucoup de misère. C'est tout pour cette partie 1 de mes vidéos concernant mes lectures du Salon du livre de l'Estrie. Restez à l'affût puisque au courant du mois, je vais mettre en ligne la 2e partie afin de clôturer cette très belle année que nous avons passée ensemble. Donc jusque-là, passez une très bonne journée, lisez des livres, qu'est-ce que vous lisez en ce moment, laissez un petit commentaire, un petit like et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. On se voit à la prochaine, salut!